Oui, merci pour cette invitation et me permettre du coup de vous présenter le rôle de cette faune du sol pour les plantes. Alors, je vais plus focaliser à l'échelle de la plante, mais on pourra discuter aussi à l'échelle après des communautés. Donc pour cette présentation, en fait, je vais déjà vous décrire un petit peu ce que c'est la faune du sol, parce que voilà, pour que tout le monde soit plus familier avec cette faune du sol. Et ensuite, je vous expliquerai un peu comment cette faune du sol peut agir sur le cycle de développement des plantes. Et puis on terminera avec quelques menaces qui pèsent sur ces interactions et également des pistes de solutions. Alors, pour débuter, alors, je vous ai mis ici en fait une illustration avec un panel de différents organismes du sol. Il faut savoir que les organismes du sol, en fait, ça correspond à tous les êtres vivants qui réalisent au moins une partie de leur cycle biologique dans le sol, mais aussi à la surface du sol, dans la matière en décomposition. Et ils sont présentés par une multitude de taxons que vous avez sur cette illustration. Et si je prends un peu rapidement toutes les photos, alors les deux premières, donc ça représente des bactéries du sol et la B des champignons. Euh, le rôle de ces bactéries, de ces champignons, est d'assurer la minéralisation, c'est-à-dire en fait rendre la matière organique en élément disponible pour les plantes. Et cela en fait est rendu possible grâce à leurs enzymes qu'ils vont libérer. Et cette minéralisation est vraiment indispensable pour accomplir le cycle biogéochimique des éléments et pour que ces éléments soient disponibles pour les plantes. Également, les champignons et les bactéries en fait, sont indispensables, enfin, un rôle clé pardon, dans les réseaux trophiques du sol, hein, car ils sont une ressource fondamentale pour toutes les ressources, enfin, tous les organismes du sol. Sur la troisième photo, alors c'est un protiste et donc qui fait aussi partie de la microflore. Car il faut savoir que bactéries, champignons et protistes, ce sont de la microflore. Et par la suite de la présentation, moi, je vais plutôt axer sur la faune du sol. Et donc, je vais exclure la microflore qui ne fait pas partie du règne animal. Donc, si on focalise plus sur la faune du sol, vous avez donc la quatrième photo, la D, c'est un nématode. Donc, c'est des vers ronds non annelés. Alors, ces nématodes, il y a différents groupes trophiques, c'est très varié. Certains parasitent les plantes, certains parasitent sont prédateurs des bactéries, prédateurs de nématodes aussi. Et ils sont pas mal étudiés en agronomie, puisqu'en fait, certains sont parasites de plantes, mais aussi certains peuvent aussi parasiter par exemple, des bactéries pathogènes de plantes. La photo E, donc ça, souvent on le connaît un petit peu de vue. C'est un tardigrade, qu'on appelle aussi l'ours d'eau, qu'on va retrouver plus en surface, dans l'humus, dans les bryophytes. Donc, il est faible en termes de biomasse dans les écosystèmes, avec sans doute un rôle peu important, mais un rôle voilà, qui est finalement peu connu. La photo F, donc vous avez des colamboles. Donc là, on est sur la deuxième ligne, hein. Des colamboles qui se nourrissent principalement de bactéries de champignons et qui vont donc décomposer la matière organique. On va les retrouver en surface, mais aussi en profondeur dans le sol. Ensuite, en G, vous avez un acarien. Donc ici, c'est un oribate qui a un peu les mêmes fonctions que les colamboles. En H, c'est un amphitrhéide, c'est un annélide oligoquète. C'est exactement la même fonction que les vers en termes de bioturbation du sol, mais sauf que c'est beaucoup plus petit. Et du coup, en termes de biomasse et d'effet sur le fonctionnement de l'écosystème, c'est moindre. Alors ensuite, si on continue la série des différents organismes, en I, vous avez un diplopode qui est un détritivore qui va consommer la matière organique, hein, et ici une feuille. Ensuite, en J, vous avez, donc là, c'est un chilopode, hein, un centipède, qui est un prédateur du sol. Donc, en fait, il va prédater les organismes que je vous ai présentés et qui va contribuer au réseau trophique. Ensuite, K, là, on arrive sur des organismes un peu plus gros que vous connaissez sans doute tous, les vers de terre. Ensuite, les fourmis. Vous avez ensuite un isopode. En N, c'est un platelminthe. Et puis, on arrive sur les taupes, des organismes plus gros, donc là, un mammifère. Et donc, pour cette présentation, je vais quand même réduire à la faune du sol, mais invertébrée, parce que ça va faire beaucoup sinon. Et donc, je laisse de côté tout ce qui est lapin, tout ce qui est mulot, tout ce qui est taupe. D'accord? Donc, on va centrer surtout sur les invertébrés du sol, donc ils sont en rouge si on enlève la taupe.
Alors, du coup, cette faune du sol, classiquement, on la classe en fonction de sa morphologie. Et on va donc distinguer de la microfaune, qui est inférieure à 0,2 mm. Ensuite, la mésofaune, qui est compris entre 0,2 et 4 mm. Et la macrofaune, donc, qui va jusqu'à 8 cm. Voilà donc pour les organismes. Euh, alors, euh, attendez, je ne vois pas trop le haut de mon... Je déplace un peu la bande, pardon. Donc, en termes de biomasse, ces organismes, en fait, euh, ils sont relativement abondants, on va le voir, hein. Mais leur abondance va dépendre du type de sol, du climat, du type de végétation. Donc, les données que je vais vous donner sont assez générales, hein. Mais classiquement, en fait, cette faune du sol, on va la retrouver jusqu'à 20 cm de profondeur. Et quand on va au-delà de 20 cm, on en aura beaucoup moins. Et donc, cette faune du sol, alors ici, c'est une illustration pour vous montrer un peu son abondance, sa biomasse. Et ça a été converti en fait en équivalent mouton. C'est une façon de faire qui peut être assez parlante. Donc là, c'est sur un type de pelouse assez productif. Et on considère que voilà, sur 1 hectare de ce milieu herbacé, on peut avoir donc, l'équivalent de 17 moutons de champignons-bactéries. Donc là, on n'est pas sur la faune, mais c'est pour vous montrer voilà, le poids que ça représente. Si on parle des colamboles et des acariens, ben, c'est l'équivalent d'un mouton. Les vers de terre, 24 moutons. Nématodes, 5 moutons. Et donc, si on fait la somme de tous ces organismes du sol, on arrive à 53 moutons, ce qui est plus que 16 moutons qui pâtureraient ce milieu. Donc, c'est vraiment pour comprendre que voilà, on est sur des organismes qui ont une forte biomasse, même s'ils sont petits en taille. En termes de diversité, alors de quoi parle-t-on? La faune du sol, à l'échelle mondiale, elle représente 23% des espèces. Donc voilà, un quart des espèces décrites à la surface de la planète sont de la faune du sol. Et si on zoome un peu, donc c'est le graphique que vous avez à droite, on peut se rendre compte que une grande majorité de cette faune du sol, en fait, ce sont des insectes qui comprennent colomboles, fourmis ou par exemple scarabées. Ces données, en fait, sur cette diversité, ben, elles sont calculées sur les espèces décrites et on ne connaît pas toutes les espèces, et notamment dans le sol, énormément d'espèces sont inconnues, n'ont pas été décrites. Et c'est ce que vous avez sur le graphique en bas avec ces histogrammes verts et bleus, où on peut voir en vert que pour la faune du sol, on a pratiquement 2/3 des espèces qui ne sont pas décrites. D'accord? Donc, elle est vraiment sous-estimée et donc beaucoup d'espèces encore inconnues. Encore un dernier point sur la faune du sol pour comprendre voilà, son rôle et comment elle se structure. Donc, tous les organismes que je vous ai montrés donc, forment des réseaux trophiques dans le sol, donc des réseaux trophiques qui se nourrissent donc, des plantes. Donc, ça va être de la litière, ça va être des racines mortes, mais aussi tout ce qui est exudé par les racines des plantes. Et ces ressources, donc, soit sont décomposées par les détritivores, ou repris par les champignons-bactéries. Et ces champignons-bactéries vont alimenter le réseau trophique du sol que vous avez ici, qui est représenté sur cette illustration. Et donc vont participer au recyclage des nutriments dans le sol. Donc, je vous ai mis ici en fait les grandes fonctions. En fait, il y a 3 grandes fonctions souvent qu'on retrouve dans la littérature comme mis en avant sur le rôle de ces organismes du sol et de ce réseau trophique. Donc là, ce n'est pas que la faune, hein, mais c'est l'ensemble des organismes du sol. Et donc, les fonctions, c'est le cycle des nutriments et recyclage de la matière organique. Également, donc, la régulation des populations, alors, de pathogènes entre autres, au travers de la régulation des réseaux trophiques. Et aussi, on a des espèces ingénieurs d'écosystèmes comme les vers de terre qui vont permettre d'entretenir la stabilité, la structure du sol. Donc voilà, ça, c'est les 3 principales fonctions qu'on reconnaît souvent quand on cherche à savoir quels sont les liens entre le sol et les plantes.
Et donc, je voulais voir avec vous aujourd'hui, vous montrer que on a un peu plus de relations, puisque ces relations ici, elles sont toujours indirectes. Par exemple, l'effet du ver de terre sur la plante, ça va être ici indirect, ça va être au travers de l'amélioration du sol, de sa qualité physique, chimique, on aura un effet sur, par exemple, la productivité. Et on a des tas d'autres interactions qui peuvent intervenir en fait tout au long du cycle d'une plante. Donc, c'est pour ça, ici, sur cette diapo, je vous ai mis en fait un... Alors, c'est un exemple que j'ai retrouvé sur Internet, mais je ne vais pas forcément focaliser sur le coquelicot, mais pour vous montrer un peu voilà, les différentes étapes du cycle de vie d'une plante. Et on va essayer un peu ensemble de voir en fait comment cette faune du sol, elle peut impacter ces différentes étapes. Et notamment, on va regarder ensemble comment cela peut impacter le stade graine. Alors, graine, ça peut être la dissémination, mais aussi la dormance ou la germination. On va regarder ensuite comment cette faune peut impacter la croissance végétative et aussi, chose un peu moins connue, comment ça peut éventuellement agir sur la reproduction sexuée, donc soit la pollinisation ou la fécondation, par exemple. Donc, pour la première partie, donc le stade, au stade graine, donc on sait que les vers de terre, voilà, c'est connu, hein, font de la bioturbation. Donc on l'a dit, ça va améliorer les qualités du sol. Et donc quand ils font cette bioturbation, ils vont ingérer du sol. Et en ingérant du sol, ben, ils vont aussi ingérer des graines. Et ces graines peuvent très bien se retrouver donc, de la surface à être enfouies en profondeur. Euh, donc, ça peut avoir des effets positifs, mais aussi négatifs pour l'espèce, si elle se retrouve en fait enfouie à une profondeur où il n'y a pas l'accès à la lumière. En étant ingérés, ben, les vers de terre peuvent aussi digérer les graines, donc ce qui peut les endommager. Mais parfois aussi, ça peut-être aussi les scarifier. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est de comprendre un peu quel va être l'effet, donc l'interaction, donc ici, directe, hein, comment le ver de terre peut directement impacter, en fait, la survie des graines ou même, de façon générale, une banque de graines. Alors également, je vous ai mis une illustration de turicules. Donc les turicules qui sont les déjections des vers de terre, qui sont riches en nutriments. Et dans ces turicules, donc on peut aussi retrouver des graines. Et on peut imaginer que pour une graine, se retrouver dans ces turicules, c'est une micro-niche de régénération qui peut être favorable puisqu'on a des nutriments et peut-être moins de compétition pour les plantes. Donc, pour essayer de voir un peu cet effet du rôle des vers de terre sur les graines, on a réalisé une thèse en fait au sein du laboratoire, donc il y a quelques années déjà, donc c'était la thèse de Julia Close. Et on s'était posé la question, est-ce qu'il y a une ingestion sélective des graines par les vers de terre? Et, euh, et donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour les espèces d'être ingérées par des vers de terre? Pour réaliser cette étude, donc là, je vous emmène sur des coteaux calcaires en Normandie, avec, donc vous avez devant une belle anémone pulsatile, hein, qui est une espèce protégée sur ces coteaux. Et donc, c'est sur ces sites, ou en tout cas avec ces espèces, enfin, pas l'anémone, mais les espèces de coteaux calcaires qu'on a réalisé en fait cette étude. Donc, comment on a procédé en fait pour savoir s'il y avait une ingestion sélective? On a décidé donc de choisir un panel d'espèces, enfin de graines, de différentes tailles, de différentes formes. Donc c'est ce que vous avez ici sur l'illustration. Alors des graines, alors des longues, des petites, des grosses, des fines. Et on a aussi de sélectionner des graines avec des propriétés chimiques différentes. Donc avec des teneurs en protéines et en acides gras assez variables. Donc, on avait 23 espèces. Alors, je ne vous ai pas mis le nom, mais si vous voulez, j'ai la liste, quoique j'aurais peut-être du mal à les retrouver toutes, hein. Ça fait un quiz, hein. Et donc, on a fait ingérer ces graines par deux espèces de vers de terre principalement, donc Allolobophora chlorotica, un endogé, et Lambrecus terrestris, qui est une espèce anécique. Alors, on les a fait ingérer dans des conditions particulières. C'était donc en laboratoire. On a pris des boîtes de pétri dans lesquelles, en fait, à chaque fois dans une boîte de pétri, on a mis
une espèce de verre, et puis on a mis 10 graines qu'on a répétées pour avoir donc un grand nombre de taux d'ingestion. Voilà les résultats. Donc ici, les résultats, vous avez sur ce graphique, en fait, donc les différentes espèces, les 23 espèces, pour donc le pourcentage d'ingestion par les 2 vers de terre, donc ils sont le lombric, donc Lombricus terrestris, et Lobophora chlorotica, donc les 2 vers de terre. Ce qu'on peut constater, c'est que donc il y a une ingestion des graines, vous voyez, donc une ingestion, mais qu'elle dépend des espèces, et que le terrestris va ingérer beaucoup plus de graines. Il est un peu moins sélectif que le chlorotica. Donc, il va ingérer 86% des graines. Donc, on a bien une ingestion des graines par le ver de terre, et ça dépend des espèces. L'ingestion pour le terrestris, ça va varier de 100% d'ingestion pour, par exemple, l'Origanum vulgare, à des espèces où il n'y aura que 50% d'ingestion quand on est, par exemple, sur le Trifolium repens. Et c'est un peu la même chose pour Chlorotica, il a aussi quelques préférences. Ononis spinosa, voilà, qui est énormément mangé, enfin 50%, alors que d'autres espèces le sont beaucoup moins, comme par exemple Poa pratensis. Enfin, les espèces qui sont ingérées, malheureusement, elles ne ressortent pas toutes dans les fesses. Certaines, en fait, sont digérées. Donc là, pour l'espèce, pour la plante, c'est un peu moins bien. Et on constate que le Lombricus terrestris, en fait, parmi les graines qu'il ingère, il va en digérer presque la moitié. Donc 45% de ces graines disparaissent finalement de la banque de graines, sont ingérées. Pour Chlorotica, c'est beaucoup plus, puisqu'en fait, pratiquement toutes les graines qu'il mange, 99% sont digérées. Donc ces espèces, en fait, sortent de cette banque de graines. Alors, on a vu que les vers de terre vont ingérer ces graines. Ça peut être spécifique, mais alors quels sont les critères qui vont faire qu'ils vont manger une graine ou pas? Et pour ça, en fait, on a essayé de faire des corrélations entre les traits de nos graines, puisque je vous avais dit qu'elles sont assez variées, et ce pourcentage d'ingestion. Et on observe en fait des tendances qui sont similaires pour 2 espèces qu'on a pu tester de vers de terre. On constate de façon générale, donc ça c'est le graphique du haut, que plus les graines sont petites et plus ils vont les ingérer, mais aussi étonnamment que plus elles sont riches en huile et plus ils vont les ingérer. Donc en gros, les vers de terre, dans notre expérimentation, ils préfèrent les graines qui sont de petite taille et qui sont riches en huile. En tout cas, voilà, on a pu montrer que les graines, en fait, font partie du régime alimentaire des vers de terre. Alors ça, c'est bien, mais c'est vrai que c'est de façon expérimentale. Hein, on force, on met des vers de terre dans des boîtes de pétri avec une espèce. Dans la réalité, est-ce qu'ils pourraient les manger de la même façon? Et donc pour ça, en fait, on est retourné in situ. Excusez-moi, j'ai oublié une diapo. Alors une diapo juste pour vous montrer, pardon. Ces graines en fait ingérées, qui sont ingérées en fait, on les a mis au MEB. Donc ici, vous avez Docus carota, une graine qui est à gauche, vous l'avez avant ingestion, et à droite, vous l'avez après ingestion. Et là, on se rend bien compte, en fait, de cet effet de scarification, d'abrasion des graines. Donc, il peut être bénéfique pour les graines, mais qui peut aussi limiter la germination ou endommager trop la graine, surtout si la graine, en fait, est réingérée plusieurs fois. Donc ça, il a été difficile c'est pas évident de savoir finalement quel est le bilan net pour une espèce, à l'échelle d'une espèce. Est-ce que c'est bien d'être ingéré, pas bien? Ça va dépendre du taux de digestion, du taux de digestion, et puis aussi, est-ce que la graine va mieux germer dans les turicules? Donc voilà, on avait essayé de faire une estimation, et il y a des graines comme par exemple pour l'origan, Origanum vulgare, il y avait plutôt un effet positif, hein, mais pour d'autres espèces, il y avait plutôt des effets négatifs qui étaient mis en évidence. Voilà. Comme par exemple le lotus corniculatus. Alors du coup, je vous disais, voilà, ces expérimentations sont réalisées dans un laboratoire, mais est-ce que en fait sur le terrain, on observe plus des compositions différentes, voilà, de graines dans les turicules? Qu'est-ce qu'on va retrouver en fait si on regarde ces turicules? Et donc ça, c'est ce qu'on a fait, toujours sur les coteaux calcaires, en regardant en fait 4 stades successionnels de ces coteaux calcaires. C'est-à-dire qu'on est parti de stades très ouverts, donc la pelouse ouverte, ensuite des stades brachypodés, ensuite une brachypodée piquetée un peu plus fermée, et enfin on a terminé avec le stade bois.
que vous avez sur cette illustration. À chaque fois, dans ces 4 milieux, on a échantillonné les turicules, donc en anglais, on appelle ça cast. Et ensuite, on a comparé cette composition de graines, donc les banques de graines des turicules, avec celle dans le sol à 0,2 cm de profondeur, c'est le sol A, puis le sol B qui est de 2 à 5 cm, et enfin le sol C de 5 à 10 cm. Et donc, on a fait donc, classiquement ce qu'on fait pour les banques de graines, on récupère le sol, et puis ensuite on l'étale pour le mettre à germer, et on va regarder la végétation qui peut s'exprimer à partir de ces échantillons de sol ou de turicules. Donc, c'est ce que vous avez sur la photo en bas à droite. Alors, je vais vous montrer les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces turicules et qu'est-ce qu'on trouve dans ce sol? Est-ce que c'est la même chose? Donc, ici, vous avez les graphiques avec à gauche l'abondance en graines, donc la densité de graines, et à droite, vous aurez la richesse spécifique des graines. À chaque fois, vous avez 4 panels, parce vous avez les 4 stades, donc, qui vont de open, tall, en roach et wood. Donc, les résultats, je vais vous les afficher. Donc, ça fait beaucoup de données, mais vous allez voir, c'est assez simple. En jaune, vous avez les données dans les turicules. Et en noir, c'est le sol avec ABC, on va en profondeur. Et ce qui est très marquant, en fait, quand on voit ce graphique, c'est qu'on a toujours plus d'abondance de graines dans les turicules que dans le sol, et que aussi, dans ces turicules, on a une forte richesse spécifique. Voilà, on peut avoir, par exemple, dans les milieux ouverts, à peu près 8 espèces dans ces turicules, à masse de sol constante. Si on compare avec le sol, on va avoir que 4, voire plus qu'une ou 2 espèces quand on est en profondeur. Donc, voilà, cette étude nous montre bien que, ben oui, dans les turicules, on retrouve des graines et que si on regarde par rapport à la végétation exprimée, en fait, cette banque de graines, elle est même plus proche de la végétation exprimée, celle qu'on a dans les turicules, que si on se concentre sur la banque de graines du sol. Donc voilà, on s'était posé la question sur le rôle de ces vers de terre dans ces successions végétales. En tout cas, vous pouvez retenir que voilà, si vous prenez des turicules, c'est des mini bombes à graines, voilà, qui concentrent ces graines, en tout cas alors, dans ce type de milieu. Mais voilà, on avait une forte concentration et diversité de graines. Alors, la dispersion des graines, elle est bien connue aussi pour d'autres organismes du sol, comme les fourmis. Alors ça, je pense qu'en plus, il y a un mois, vous avez une présentation de Daniel et Thierry sur l'accro qui a dû vous parler donc du rôle de ces fourmis. Sur ces coteaux calcaires aussi, on s'est intéressé à ce rôle des fourmis et notamment son rôle sur Viola ispida. Donc Viola ispida, en fait, qui est une endémique de la vallée de Seine. Et sur Viola ispida, alors on peut la reconnaître, elle a des poils blancs. Alors je ne sais pas si c'est visible, mais des poils blancs, donc ce côté ispide. Et donc, cette violette de Rouen est menacée. Il y a très peu de stations. Ces stations même régressent. Et une des hypothèses, en fait, était que les fourmis jouaient un rôle clé, en fait, dans le cycle de vie de ces violettes, et notamment pouvaient disperser ces graines, puisque sur les graines, en fait, on a un élaïosome qui pourrait attirer les fourmis et ensuite jouer un rôle de disperseur. Donc, rapidement, on a lancé un projet en collaboration avec le CBN l'année dernière, en fait, pour voir si les fourmis pouvaient prélever ces graines. Et puis, alors l'idée, c'est que ces graines, en fait, on les trouve, ces espèces, elles sont sur éboulis calcaires. Elles sont toujours... par gravité, on peut penser que ces graines tombent, mais en fait, on a toujours des pieds qui sont plus hauts. Et donc, est-ce que ce n'est pas les fourmis qui pourraient contribuer comme ça à remonter ces graines? Et est-ce que la disparition de communautés de fourmis, du coup, pourrait expliquer la disparition de ces communautés, de ces populations de violettes? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné des fourmis dans des zones à violettes de Rouen, et puis dans des zones où la violette de Rouen venait de disparaître pour voir s'il n'y avait pas justement une corrélation entre l'absence de violettes et de fourmis. Alors ça, c'est un travail vraiment préliminaire qu'on a fait l'année dernière. Et dans les deux cas, à chaque fois, qu'il y ait ou pas la violette, on retrouvait des fourmis myrmécores qui permettaient de disperser ces graines. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments concluants
nous parler de ce rôle de la fourmi dans la dispersion de la violette de Rouen, mais c'est pour vous montrer voilà, le rôle en fait de cette faune du sol. Et puis oui, je me suis permis aussi de vous montrer un exemple, alors qui vous emmène un peu plus loin. Donc là, puisqu'on va aller en Afrique du Sud, avec un exemple aussi de dispersion des graines par le bousier. Et en fait, ici, donc, on est dans le fynbos, qui est un maquis donc d'Afrique du Sud, où ce petit bousier, donc, qui porte le nom de Epirhinus flagellatus, se fait berner par une espèce végétale qui est le Ceratocarium argenteum. Il se fait berner parce qu'en fait, il va ramasser ses graines en pensant que c'est des bousses d'antilope, puisqu'en fait, ces graines, elles ont la texture, elles ont la forme des graines d'antilope et surtout, elles ont l'odeur. Et donc, une odeur qui va attirer ce bousier et donc il va ramener ses graines, les enterrer jusqu'à se rendre compte qu'au final, il s'est fait berner puisqu'il ne peut pas pondre, enfin, il ne peut pas les utiliser pour la reproduction. Donc, voilà un exemple un peu aussi original de dispersion de graines par de la faune. À chaque fois, on est quand même sur de la macrofaune. Donc, pour conclure sur ce point, voilà, l'idée était de vous montrer que cette faune du sol peut agir sur la dispersion, la dormance et aussi la germination des plantes. Je vous emmène maintenant voir comment cette faune du sol peut impacter la croissance. Alors, sur la croissance, le rôle de la macrofaune est bien connu. En effet, puisqu'on a des espèces ingénieurs de l'écosystème, comme les fourmis, les termites, les vers de terre, qui sont connus pour améliorer les propriétés des sols. Et donc, voilà, il y a beaucoup de publications dessus. Et une récente méta-analyse a montré que quand on avait des vers de terre, en fait, on augmentait globalement la productivité de plus 25% et qu'on avait aussi un accroissement des biomasses aériennes et souterraines. Donc ça, c'est bien connu, c'est à la fois sur ce rôle de recyclage des nutriments et puis d'amélioration de la structure du sol. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est est-ce que la mésofaune, donc par exemple les acariens, les colamboles, peuvent aussi faciliter finalement ces espèces végétales, leur croissance. Pour répondre à cette question, on a fait une expérimentation en laboratoire où on a combiné une plante et cette mésofaune. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris une espèce qui est Poa annua, une graminée, qu'on a fait pousser avec des communautés naturelles de colamboles qu'on avait prélevées en milieu naturel et qu'on avait réinoculées. Alors, à chaque fois, vous avez sur cette photo, donc c'est un pied de Poa annua avec ces communautés, ou pas de communauté, donc il y avait deux modalités. Donc là, les pieds sont assez jeunes, mais on a laissé l'expérimentation pendant 10 semaines dans des phytotroncs. Et puis au bout de 10 semaines, on a mesuré différents traits, différentes caractéristiques des plantes, dont les racines. Donc là, vous avez les résultats. Et on peut voir qu'au bout de 10 semaines, avec Colambole, on a des racines qui sont beaucoup plus importantes en termes de longueur, en termes de biomasse, par rapport à des traitements ou des modalités où on n'avait pas de Colambole. Et ça, on l'a observé à la fois sur le nombre de feuilles, nombre de ramètres, donc c'était beaucoup plus développé avec des colamboles que sans colamboles. Et sur la plante, on avait aussi des teneurs en magnésium et en chlorophylle qui étaient plus importantes avec la présence des colamboles que sans colamboles. Donc ça, c'est vrai que c'était en 10 semaines, ça allait assez vite. Donc c'était vraiment significatif. Mais on peut se poser aussi la question, quels sont les mécanismes en jeu? Donc, pourquoi les colamboles peuvent avoir un effet aussi important sur le Poa annua? Alors, pour répondre à cette question, on a regardé un peu les caractéristiques chimiques plutôt du sol. Et donc, alors, je vous ai mis un tableau où vous avez en fait des données les propriétés du sol sans colambole ou avec colambole. On va regarder le cadran vert, en fait, qui vous met donc l'ergostérol. L'ergostérol, en fait, c'est la biomasse totale en champignons. Donc, c'est un proxy de cette biomasse. Et on constate, donc si on regarde l'ergostérol, qu'avec colambole, on a beaucoup plus de champignons que sans colambole, et donc que la présence des colamboles augmente de 33% cette biomasse, mais n'a pas d'impact sur la quantité bactérienne, par contre. Donc, on voit que ces colamboles, quand on les ajoute au milieu, ça va booster, en fait, ou ça va stimuler la biomasse microbienne. Et alors, en parallèle ou en plus,
on voit que la quantité d'azote, donc nitrate ammonium, en présence de cholambol, double. En fait, on passe à plus de 50%. Donc, vous l'avez ici sur ce graphique en rouge. Donc, la présence des colamboles aussi va apporter plus d'azote pour nos plantes. Donc, un effet, alors sans doute plus un effet finalement indirect sur la plante en stimulant les communautés fongiques, la microflore, on a sans doute un effet retour pour la plante. Également, donc, un effet sur la croissance des plantes. Et on s'est posé la question si les colamboles pouvaient aussi, par exemple, impacter la physionomie des plantes, enfin, le fonctionnement, comme par exemple l'exudation des plantes. L'exudation des plantes, en fait, est beaucoup impliquée dans ces interactions plante-faune du sol, puisque, en fait, la plante va exuder des composés donc, secondaires qui vont lui servir à communiquer surtout avec tout ce qui est microflore. Et donc, on s'est posé la question si, est-ce que quand on a des colamboles, par exemple, la plante va émettre des messages différents et va changer voilà, son exudation racinaire. Alors, c'est une question qui peut paraître simple, mais pour y répondre, on a passé pas mal de temps, même quelques années. C'est le rythme de notre recherche peut-être qui prend du temps, mais pour arriver à savoir comment mesurer en fait cette faune, enfin cette exudation en milieu, comment la mesurer et comment capter ces molécules pour qu'on puisse avoir une plante en présence de faune, puisque en fait traditionnellement quand on mesure l'exudation, on est en hydroponie, c'est ce que je vous ai représenté à droite, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui poussent les pieds dans l'eau et ensuite on récolte cette solution ou éventuellement la semi-hydroponie, en fait, les plantes poussent dans la terre, puis ensuite on les nettoie sous l'eau et puis on ramasse les exudats. On récolte les exudats. Alors ça, c'est bien, mais pour nous qui voulions voir l'effet de la faune du sol, ce n'était pas vraiment adapté. Donc, on a cherché pour trouver une méthode d'échantillonnage qui soit efficace. Et on est arrivé finalement à mettre en place un dispositif dérivé en fait des rhizobox qu'on a appelé donc les co-roots et qui consiste en fait à faire pousser donc la plante dans du sol. Donc ça, pour nous, c'est indispensable. Donc elle pousse dans du sol. Comme pour les rhizobox, donc on l'incline on incline la boîte pour que la racine se colle par gravitropisme à une fenêtre, ce que vous avez en dessous, c'est écrit glace. Et ensuite, régulièrement, on peut accéder aux racines en ouvrant cette fenêtre et en positionnant des pastilles en nitrocellulose qu'on vient ensuite analyser par chromatographie gazeuse. Donc voilà ce qu'on a fait pour arriver donc à voir quels étaient les composés qui étaient piégés finalement sur nos petites pastilles et voir en fait quelle était l'exudation. Donc ça, on a fait finalement des dépôts comme vous avez à droite, on en a fait plusieurs. Alors ils étaient en verre pour éviter une contamination plastique. On en a fait pousser donc à chaque fois la poa annua avec des vers de terre, donc poa annua avec des colamboles et puis poa annua avec des vers de terre et colamboles. Je n'aurai pas le temps de vous montrer tous les résultats, mais en quelques mots, en fait, on a trouvé 737 métabolites différents. Et donc 737. Et les molécules qu'on a retrouvées, en fait, les patrons d'exudation dépendent vraiment des traitements. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met des vers de terre, poa annua va sécréter un certain type de composé. Pareil, quand on va mettre colambole, donc un signal différent. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on met des vers de terre et des colamboles, on n'a pas la somme des deux, mais on a encore un autre message produit par la plante. Voilà, donc c'est pour vous montrer que la faune du sol, que ce soit la mésofaune, la macrofaune et leur interaction, vont induire un signal différent d'exudation des plantes. Voilà donc pour cette étape, en tout cas, sur ce rôle de la mésofaune sur la croissance des plantes. Et puis, je vais finir avec le dernier exemple sur la reproduction sexuée. Donc, comment ces colamboles peuvent impacter cette reproduction. Donc ici, je vous ramène à ma première expérimentation où on avait mis des colamboles et du poa annua. On avait vu qu'il y avait des plus grosses racines, des tiges, voilà, plus de ramètres, plus de feuilles. Et on a regardé aussi la reproduction, c'est-à-dire le nombre d'inflorescences. Et donc, voici les résultats. En fait, vous avez cette courbe, le cumul en fait du nombre d'inflorescences au cours du temps, donc exprimé le long des semaines en fait. Et vous avez la courbe du haut qui présente le pourcentage de floraison
avec columbole et en dessous sans columbole. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a tout d'abord un décalage de la floraison, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de columbole, les plantes mettent 2 semaines de plus pour commencer à fleurir. Donc finalement, les columboles vont faciliter ou décaler la phénologie de floraison. Aussi, en fait, on a arrêté l'expérimentation au bout de 10 semaines. Et au bout de 10 semaines, on avait 80% des pieds qui avaient fleuri avec des columboles, alors qu'on n'en avait que 10 sans les columboles. Donc ça, c'était vraiment un résultat aussi étonnant. On n'a pas les mécanismes encore qui sont précis, mais ça montre bien que la faune du sol, en fait, et même de façon générale, qu'un organisme vivant, que les interactions biotiques peuvent faciliter la floraison, ou en tout cas la modifier, puisque très souvent, c'est des facteurs abiotiques comme la température, le climat qui est connu pour influencer la floraison et en tout cas la phénologie de floraison. Alors des exemples également de rôle de la faune du sol sur la fécondation, on peut en retrouver chez les bryophytes où les columboles ont été montrés, columboles et acariens peuvent transporter les gamètes pour la fécondation en fait, de certains bryophytes. Voilà, donc sur cette dernière étape, donc je suis allée un peu plus vite, mais il n'y a pas forcément non plus beaucoup de données sur le rôle de cette faune du sol sur la fécondation, mais on voit que donc elle peut contribuer à la pollinisation ou aussi modifier par exemple la phénologie de floraison. Resterait à voir aussi si ça peut influencer aussi la qualité des graines des espèces. En tout cas, voilà, donc la faune du sol contribue interagit à différents stades du cycle de vie de la plante. Et donc là, ici, on a pu voir qu'elle agissait à l'échelle des plantes, mais il faut imaginer qu'on a évidemment des effets à l'échelle des communautés. Et ce qui revient au fait que de plus en plus, on se rend compte du rôle clé en fait, de ces interactions épigéendogées dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors, ce rôle du compartiment endogé, en fait, est souvent un compartiment oublié. Donc, je vais poursuivre un petit peu cette discussion sur ce rôle des compartiments du sol. À titre d'exemple, en fait, je vous ai pris donc une expérimentation qui a été réalisée sur des parcelles qui avaient été envahies par de la renouée, donc les renouées asiatiques. Des parcelles, donc là, on est en bord dans la vallée du Rhône, pardon. Et donc, il y a des mesures de gestion qui ont permis en fait de restaurer ces placettes envahies par de la renouée. Et en termes de restauration, ce qui a été fait en fait, c'est d'enlever une partie des rhizomes et de replanter pour faire de la compétition végétale avec des espèces natives. Donc, en termes de restauration, au bout de 6-7 ans, en fait, on s'est posé la question, est-ce que ça a bien marché? Est-ce qu'on a finalement réussi à restaurer le milieu? Donc, ce qu'il a été montré, c'est qu'en effet, les renouées, on a réussi à les supprimer. Et puis, sur le compartiment épigé, donc la partie végétale, on a une très belle diversité, surtout qu'on a planté des espèces, mais en tout cas, on a un milieu qui est très divers. On s'est intéressé à la partie sol pour voir, est-ce que la partie sol aussi était fonctionnelle? Et donc, c'est l'objet d'une étude qui a été publiée il y a quelques semaines, sur laquelle, en fait, on montre que, OK, on a restauré la partie épigée, mais par contre, au niveau du sol, on se retrouve avec une qualité chimique et une biodiversité bien moindre que sur les parcelles qui étaient envahies. Et du coup, ça met en évidence que quand on restaure, souvent on pense à la partie épigée, mais on oublie un peu cette partie endogée qui peut mettre aussi du temps, beaucoup de temps pour se restaurer, puisque là, dans ce cas-là, on est venu faire ce diagnostic 6 ans à 7 ans après cette restauration. Voilà, donc je vous ai mis ce petit graphique que j'aime bien sur la réussite. Bon, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Ici, pour les gestionnaires, c'est vrai que c'est une réussite puisqu'on a une belle diversité fonctionnelle et épigée au-dessus, mais en dessous, on n'a pas un sol qui est fonctionnel. Et donc, cela m'emmène à à pointer du fait que ces milieux, en fait, le sol, en fait, est souvent peu considéré et menacé, tout comme le compartiment épigé, évidemment. Et les principales menaces pour la faune du sol, c'est l'usage des activités intenses,
et surtout aussi un déclin de la matière organique, qui est une des causes en fait de cette perte de biodiversité du sol. Également, alors je voulais voilà, pointer aussi sur une étude qui est récente, hein, de cette année, qui montre aussi l'usage des pesticides et son rôle néfaste sur les communautés de faune du sol. Donc cette méta-analyse montre qu'on a un effet global négatif de l'usage de ces différents pesticides, hein, que ce soit des herbicides, des insecticides, sur cette faune du sol, que ce soit pour l'abondance ou la diversité. Donc, vous voyez, on est souvent dans le négatif dans ce graphique. Alors, quelles sont les solutions pour essayer de préserver cette faune du sol et donc préserver ces interactions et les bénéfices qu'on peut avoir pour la végétation? Alors, j'ai essayé de lister quelques exemples, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Ça peut passer voilà, par la réduction évidemment des pesticides. Toujours en agriculture, avoir des méthodes plus conservatrices. Aussi, hein, quelque chose d'important, c'est d'augmenter la diversité taxonomique et fonctionnelle des plantes, puisqu'il y a un lien étroit en fait entre cette diversité épigée et le fonctionnement du sol. Évidemment, ça passe par le fait d'essayer de promouvoir une trame brune, replacer l'écosystème sol dans le paysage et puis aussi, avant tout, limiter l'artificialisation des sols. À notre échelle, dans les jardins, pensez par exemple à laisser de la matière organique, puisque très souvent, en fait, tout ce qui est résidus de tonte, tout ce qui est litière, on l'exporte, alors qu'en fait, c'est de la matière qui devrait revenir à votre jardin. Et surtout, ça sert de gîte et de couvert pour cette faune du sol. La sensibilisation aussi auprès du grand public enfin de tout public est importante, et même y compris auprès des gestionnaires et des scientifiques, hein, pour avoir en fait une approche pluridisciplinaire et intégrée du sol vivant dans les études. Voilà, ça manque encore beaucoup. On peut aussi, donc, voilà, il va falloir protéger mieux ce sol, hein. On peut se poser aussi la question sur la restauration aussi. Est-ce qu'on peut réinoculer des organismes? Alors, ça peut se faire, mais je vais finir sur cette dernière diapo pour vous montrer en termes de réinoculation à faire, mais avec prudence. Puisqu'en fait, alors c'est un exemple qui vous montre, donc là on est en Ontario, au Canada, et vous avez en fait en haut une photo d'un écosystème, donc en forêt naturel, et en dessous, en fait, un écosystème qui a été envahi par les vers de terre. Voilà, on pourrait se dire, voilà, les vers de terre, c'est toujours nos amis. Et en fait, on s'aperçoit que, oui, si ce n'est pas des espèces exotiques envahissantes, puisqu'en fait, dans cet exemple, on est donc au Canada, on n'a pas de vers de terre, en fait, il n'y a pas de vers de terre présent dans cet hémisphère nord, suite en fait à des glaciations, ils avaient disparu. Et en fait, les Européens ont rapporté de façon involontaire ces vers de terre. Ces vers de terre, dans ces milieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils font chez nous, donc ils ont commencé à faire de la bioturbation, à ingérer en fait beaucoup de matière organique. Et en fait, ils ont perturbé le cycle de ce milieu où on avait finalement une décomposition plutôt lente. Et donc, en enlevant cette couche de litière, ils ont, en fait, ça a eu des conséquences sur les communautés végétales et du sol qui n'ont pas pu se régénérer. Et donc, vous avez maintenant un exemple de ces milieux qui sont totalement en fait vides de couverts herbacés. Et de plus à cela s'ajoute le fait que les herbivores n'ont plus à manger et donc commencent à s'attaquer finalement aux jeunes ligneux. Donc des problèmes aussi de régénération. Donc voilà pour vous montrer donc, la réintroduction d'espèces, ça peut se faire, mais bien sûr, faire attention au contexte et à l'espèce. Voilà. J'espère que cet exposé était clair et puis que je n'ai pas trop débordé. Mais je vous laisse ça. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là. Merci. Merci beaucoup Estelle, c'était très clair et tu nous fais découvrir le monde souterrain et les botanistes qui composent la Société botanique de France ne soupçonnaient probablement pas toutes ces interactions entre la faune qui est sous nos pieds et les plantes que l'on est plus habitué à observer à la société. Bon, mais tant mieux. Déjà beaucoup de questions dans le chat. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, la première question renvoie à un des schémas que tu as présenté au début avec
peut-être avec les moutons d'ailleurs. Oui, Si le nombre d'espèces décrites versus à décrire, non, c'était pas avec les moutons, oui, c'était un autre oui, je vais schéma, revenir dessus. voilà, sont valables pour la France ou à l'échelle globale. Ça, c'est l'échelle mondiale, hein, globale. Ce graphique-là, hein, c'est ça. Je ne sais pas si Oui, vous le oui, oui, voyez. c'est ça. Ouais. Ok. Non, non, ça, c'est un graphique à l'échelle mondiale. Euh, pardon, lire. Voilà, mondial. Non, non, c'est tout confondu. Alors, de D'accord. plus en plus, il y a des atlas qui se font comme ça de la biodiversité du sol, hein, mais oui, c'est mondial. Et plus les espèces sont petites, et voilà, quand on va sur les protozoaires, enfin les nématodes, bah, plus c'est petit et moins on a des connaissances. Alors, deuxième question, pourquoi dans les milieux a-t-on une moindre abondance dans les turicules et l'ensemble des couches du sol en forêt par rapport aux autres milieux? Oui, alors, est-ce que vous voulez oui, je peux revenir sur des diaporamas en même temps. Euh, alors, on a moins, alors, une des, hop, pardon, ici. Alors, on a moins en effet, on voit bien que, c'est ici, hein, on a moins sur l'abondance, on en a moins. Alors après, est-ce que le couvert végétal, si je reviens ici, en fait, il y a beaucoup moins d'espèces au sol. Donc, est-ce qu'il y a moins de production de graines et du coup moins de possibilités pour les vers de terre d'ingérer les graines? C'est possible. Les vers de terre, en fait, vont pas se déplacer non plus sur des grandes distances, donc ils vont ingérer les graines qui sont produites sur place. Et là, dans ce bois, en fait, aussi, on a beaucoup de fusains, des graines qui sont quand même assez grosses et qui sont pas forcément ingérables par les vers de terre. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités en fait. D'accord. Ensuite, a-t-on une idée des mécanismes qui lient la présence de colamboles et l'abondance de la fonge du sol par rapport à la dispersion des spores, la réduction de la compétition par mycophagie et existe-t-il un effet de la diversité des communautés de colamboles, diversité versus présence? Alors, beaucoup de questions. Alors sur les mécanismes, alors c'est vrai que je vous parle de la faune du sol, mais à la base, moi je suis plus botaniste aussi, végétale, donc je vais essayer de répondre du mieux que je peux à ces questions. Oui, en effet, donc les colamboles ont un rôle important parce qu'ils vont réguler les populations ils vont brouter en fait ces champignons, ces bactéries. Mais aussi, il y a un rôle dans cette dispersion des spores. Donc ça c'est assez bien connu et voilà, c'est une des deux fonctions souvent qu'il leur a attribué. En tout cas, c'est important. Donc ça, en effet, enfin, dans ce que tu m'as lu, Guillaume, tu m'as redécrit les fonctions qui sont bien connues. Je ne sais pas si la personne, si elle avait une question plus précise. C'est Mais pour Pierre-Antoine? répondre à la deuxième question sur le rôle de la diversité des colamboles, nous, ce qu'on a fait, par exemple, dans l'étude où on fait pousser du pois annua avec des colamboles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris alors soit des communautés naturelles, mais on avait fait une expérimentation où on a utilisé différentes formes de colamboles, en fait, groupes trophiques, puisqu'en fait, on en a des épigées qui vivent en surface. On en a qui vivent en profondeur, des édaphiques, et puis on en a des espèces intermédiaires. Et donc, dans nos pots en fait, de plantes, on a essayé de mettre à chaque fois que un des trois groupes, une des trois formes de vie, on appelle ça les formes de vie. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la réponse des plantes dépendait beaucoup du groupe. Si on mettait voilà, des colamboles de surface, on n'avait pas la même réponse que si on mettait des colamboles de profondeur. Et quand on mixait tout ensemble, on avait des effets, des fois, par exemple, sur la croissance des plantes, qui n'étaient pas l'effet bénéfique de chaque colambole, mais qui était en fait un effet synergique, c'est-à-dire que ces interactions produisaient encore plus d'effets bénéfiques que la somme des simples effets. Voilà, donc oui, les colamboles, la diversité des colamboles peut impacter la croissance des plantes, mais on a aussi l'inverse, c'est que les plantes aussi vont fortement influencer les communautés de colamboles qui vont être dans la sphère, enfin autour de la plante. Et ça, on l'a pas mal vu, en fait, voilà, on a travaillé aussi sur des milieux dunaires, hein, sur le littoral dunaire, où ce qui est intéressant sur ce littoral, c'est que quand on a une plante avec son système racinaire, on peut facilement. Il y a peu d'influence d'autres plantes parce que les plantes, souvent, elles sont très patchy, ou isolées. Et quand on échantillonnait la faune du sol sous ces plantes, et notamment les colamboles, on avait des communautés totalement différentes en fonction des plantes qu'on échantillonnait.
Merci. Alors, question suivante. Pourquoi ce choix vers de terre et colembole? Est-ce que d'autres équipes travaillent sur d'autres groupes? Alors, euh, le choix vers de terre colambole, de les mixer ensemble, euh, parce qu'on voulait prendre de la macrofaune, de la mésofaune. On a aussi des expérimentations, je ne vous ai pas présenté, mais on rajoute de la microfaune, donc des nématodes. Donc voilà, donc c'est peut-être le choix que j'ai fait aujourd'hui. Mais sinon, dans la macrofaune, c'est vrai que les vers de terre ben, sont souvent bien connus, bien étudiés. Et puis, tout comme pour la mésofaune, hein, ben, un groupe le mieux connu, souvent, c'est les colimboles. Et donc, ça dépend aussi de nos expertises au labo, je pense. Est-ce que c'est fait ailleurs? Euh, enfin, à ma connaissance, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais peu. Ou alors quand c'est fait, souvent, c'est pas sur des communautés naturelles. Par exemple, nous, quand on travaille sur les colimboles, on essaye de mettre des communautés naturelles qu'on inocule. Et souvent, dans les études, c'est plutôt des... Voilà, c'est par exemple Folsomia candida, qui est une espèce qu'on maîtrise bien en culture en laboratoire. Donc, c'est vraiment des fois sur juste une population et pas forcément des communautés. Après, voilà, sur les vers de terre, enfin, ce qui est un peu, enfin, je parle de communauté, on ne l'a pas fait pour les vers de terre, mais il faut tout de suite des mésocosmes beaucoup plus gros, parce que voilà, faire pousser une plante dans un pot avec un verre, ben, faut pas que ce soit un petit godet, il faut aussi que le ver de terre puisse aussi ben, vivre et survivre. Donc, ouais. Merci. Alors, question suivante. A-t-on une idée de la proportion de la faune du sol qui serait des ravageurs des cultures versus des auxiliaires des cultures dans certains milieux comme les prairies ou les haies? Alors ça, je pense qu'il y a une littérature qui est bien, qui est quand même plus qui doit être assez bien décrite, ou en tout cas sur des espèces cibles. Là, je vous invite vraiment à regarder cette littérature c'est vrai que moi, je suis plus dans les milieux naturels, donc j'ai peu regardé en fait ces auxiliaires, mais oui, je pense qu'on a des choses dessus. Donc, en tout cas, il y a des espèces qui sont bien connues. Euh, mais je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner de nom là. Alors, par rapport à ce que tu as montré sur la renouée du Japon et Oui, la restauration, ouais, en quoi tu as parlé que le sol était dégradé à l'endroit où ça avait été restauré? Euh, oui. euh, quel type de dégradation? De quel Alors en type de fait, bah, au dégradation? début, oui, alors en fait au début, on pensait pas forcément visuellement, en fait, ça se voit pas que le sol est forcément dégradé. En fait, on s'en a aperçu en fait en faisant des analyses chimiques sur les nutriments. Aussi, on a regardé les enzymes bactériennes du sol. Et donc, et cette diversité, donc c'est en regardant ces analyses qu'on a vu vraiment des effets, bah, des faibles diversités, du sol qui fonctionnait moins. Et on s'est posé la question, mais bah, qu'est-ce qui fait que voilà, ces sols sont différents et, mais visuellement, c'est pas forcément flagrant comme ça. Et on en est venu aussi à se poser la question comment avait été fait cette gestion. Et a priori, bah, c'est vrai que quand il y a, la gestion implique des appareils de chantier, des bulldozers qui vont tasser le sol. Euh, ça a été beaucoup remanié. Euh, cette gestion, en fait, ça a duré, donc c'est fait il y a 7 ans, mais régulièrement, en fait, on a des fois des personnes qui viennent pour l'entretenir aussi, alors ponctuellement, si jamais il y a quelques rejets de renouée. Donc, il y a toujours eu des passages. Euh, donc, on pense que c'est plutôt cet effet mécanique sur le sol, euh, plus qu'une chimie peut-être de la renouée, hein, qui serait à l'origine en fait de cette faible restauration des sols. Voilà, D'accord. quand on restaure la partie épigée, en fait, finalement, c'est facile, on coupe, on voit, ça repousse, mais le sol, bah, il est beaucoup moins pris en considération et on va, voilà, enfin, les, tout ce qui est chantier, en fait, va pas se poser la question à éviter de piétiner ou, bah, c'est compliqué. Ouais. Alors, question suivante. Quel groupe fonctionnel remplace les vers de terre en Amérique du Nord? Est-ce les amphitréides? Bah, en tout cas, c'est un fonctionnement qui est différent de ce que j'ai pu voir voilà, dans les travaux notamment de Nicolas Eisenhower. C'est plutôt en fait que l'ensemble du cycle est beaucoup plus lent, en fait, beaucoup plus réduit.
Et du coup, il n'y a pas comme ça ces vers de terre qui arrivent, qui sont aussi rapides. Il y a beaucoup plus d'insectes, hein. Enfin, en tout cas, il y a pas mal d'insectes dans ces milieux. Et la présence des vers de terre fait que ces insectes disparaissent aussi. Donc après, je ne sais pas, oui, pour les amphitrhéides, est-ce que possiblement en fait, mais du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que c'est aussi beaucoup plus lent. C'est une, euh, c'est une bonne question en fait, hein, que j'ai pas, hein, qui mériterait d'être fouillée en fait. Alors, Mais dans le c'est chat, étonnant, enfin voilà, c'est étonnant de se dire bah, qu'il y a des sols en fait finalement où il n'y a pas les vers de terre. C'est vrai que pour nous, c'est tellement, ça paraît normal d'avoir cette action du ver de terre, hein, qu'on a du mal en fait à imaginer ces sols sans vers de terre. Et juste pour compléter, en fait, on avait, nous, dans le cadre de la thèse de Julia, on avait regardé des pelouses en Californie où, pareil, ici, pareil, en fait, il y avait des vers de terre invasifs en Californie. Et on voyait qu'en fait, quand il y avait ces vers de terre invasifs, ben, on trouvait aussi beaucoup plus d'espèces exotiques envahissantes. En fait, en modifiant l'habitat, ben, ça a créé de la perturbation et ça favorisait en fait l'introduction ou l'arrivée de d'autres espèces végétales invasives. merci. Alors, j'ai une dernière question dans le chat, mais je vais pouvoir y répondre directement concernant si il était possible d'avoir la présentation enregistrée. Donc, la présentation enregistrée sera postée sur le site web de la Société botanique de France d'ici quelques jours, le temps que notre webmaster fasse les ajustements techniques nécessaires pour que ce soit posté. Mais effectivement, la présentation enregistrée sera disponible sur le site web de la Société botanique de France. Et je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Et je vois qu'on est arrivé, passé 14 heures, et donc on est arrivé au terme de cette présentation. Alors, j'ai quand même Pierre-Antoine qui lève la main. Oui, c'est plus une remarque qu'une question par rapport à cet effet des collemboles sur les plantes. Estelle, tu mentionnais que vous avez plusieurs hypothèses. Est-ce que vous avez pensé à une hypothèse écophysiologique? Euh, et tu as une idée plus précise Oui, dedans ou parce pas? qu'en fait, moi, j'ai pas mal travaillé sur l'architecture du blé vis-à-vis des maladies et autres. Hmm. Et en fait, la quantité d'azote, enfin, vous montrez que les collemboles augmentent la quantité d'azote. Et en général, chez un certain nombre de poacées, quand tu augmentes l'azote, en fait, tu augmentes le tallage. Donc, tu as plus de tiges latérales, donc potentiellement plus de reproduction. Et tu as aussi moins d'énergie qui est relativement envoyée dans chaque brin. Du coup, potentiellement, ça peut aussi expliquer le retard de floraison. Ça peut être en tout cas une hypothèse. Alors, je ne sais pas si le pâturin fonctionne comme ça ou pas. Du coup, un retard de floraison parce qu'il y a beaucoup de tallage. Ouais, c'est-à-dire que plus tu as de thalles, moins tu as d'énergie par talle, Ouais. donc plus Ben, ça prend du temps. en fait, ce qui est curieux ici, c'est qu'en fait, il y avait plus de ramettes avec les colamboles. Bah oui, parce qu'il y a plus Oui. d'azote. Plus d'azote, voilà. Oui, ok, je Ramettes, c'est quoi? comprends ça. Pardon, c'est des épillets ou c'est des thalles? Euh, Nous, c'est des épis. En fait, on mesurait les épillets. Ah, les épillets, oui, donc c'est pas une question de tallage. Non, non, non. On a mesuré les ramettes, mais après, les ramettes souvent donnaient en plus les épillets. Donc, non, non, il n'y a pas de. Après, on est une espèce annuelle. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de tallage, mais. Et bah, alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est rapproché de collègues physiologistes, hein, et on a regardé en fait l'ARN Mhm. au sein, donc dans les pois avec ou sans cholambole, donc l'ARN sec. Et on a une sous-expression de presque 1000 gènes en fait en présence des colamboles que avec avec les colamboles. En fait, et quand on essaye de regarder les mécanismes derrière, ça laisse supposer que la plante ait moins de stress. Enfin, on est souvent sur ce type de signal en fait. Ok, super intéressant. Mais voilà, la difficulté qu'on a eue, c'est que bah, il n'y a pas le génome de Poa annua. Du coup, on a dû partir de nouveau et voilà, on est sur des fragments en fait du génome. Merci. Mm.